Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Merci beaucoup, Yannick. Merci à la Face B de nous accueillir. Puis merci surtout à vous d'être là ce soir. On est vraiment contents d'être à Mont-Louis. Moi, Geneviève Gélina, et puis mes collègues Julie Reid-Forget et Gilles Gagné, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, moi, je suis au conseil d'administration du journal Graphici. Je suis présidente. Et puis, juste pour faire un très, très bref historique, Graphici, ça existe depuis 2000. Ça avait été fondé à l'époque là, par des jeunes de la baie des Chaleurs, à une époque où l'économie ne se portait pas super bien. Et puis, ils trouvaient, eux autres, que la Gaspésie manquait d'un journal là, pour parler de ce qui se passe ici et puis aussi pour que les gens puissent se parler entre eux. Alors, à l'époque, c'était un journal culturel. Moi, je suis arrivée à Graphici comme journaliste en 2004. Et puis, comme journaliste, je trépignais un peu parce que je trouvais qu'en se limitant au secteur culturel, qui est certes très riche et très intéressant en Gaspésie, il y avait un paquet de sujets qu'on pouvait pas, qui méritaient d'être traités, d'être approfondis, de faire l'objet de débats et qu'on touchait pas vraiment à Graphici. Alors, en 2007, là, on est devenu un journal généraliste. Et à partir de ce moment-là aussi, on s'est mis à être distribué dans tous les foyers de la Gaspésie par le biais de Poste Canada, pour être certain que tous les Gaspésiens aient leur Graphici. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans la vie de Graphici. C'est pas toujours facile pour les médias de survivre économiquement. Ça va bien depuis quelques années, c'est stable. Et puis, moi, ce que je pense là, que je fais à Graphici depuis 20 ans, là, ce qui fait notre résilience, en partie, c'est qu'on est une coop de solidarité. Les travailleurs sont membres, je suis membre, Julie comme chroniqueuse est membre, Gilles comme journaliste est membre, vous comme lecteur, vous êtes peut-être membre, vous pouvez l'être, les gens qui annoncent dans Graphici peuvent être membres. Ça veut dire que le journal Graphici, ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas juste au conseil d'administration, c'est vraiment un média qui vous appartient. Et puis, c'est pour ça qu'au fil des années, même quand ça allait un petit peu moins bien, il y a eu des femmes et des hommes qui se sont retroussés les manches là, pour s'assurer que ça survive. Et puis, nous autres, on trouve que plus que jamais, il y a besoin d'un média pour que les Gaspésiens là, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'intérieur, du bord des côtes puissent se parler. Alors, voilà. Je voulais vous présenter donc, je vous ai dit, Julie Reid-Forget, votre voisine de l'Anse-Pleureuse, qui est, moi, je la présente comme chroniqueuse au journal Graphici, mais elle va vous parler de ses autres implications éventuellement aussi. Et Gilles Gagné, qui est venu spécialement il était en vacances à Matane, mais c'est un gars de Carleton. Et Gilles est journaliste. En fait, il est co-rédacteur en chef. On a un duo pour se partager la rédaction en chef de Graphici, lui, puis Jean-Philippe Thibault, qui est à Gaspé et que vous lisez dans le journal aussi. On a aussi une directrice générale à temps partiel qui s'appelle Nadia Leblond, qui aurait aimé ça être ici ce soir, mais qui ne peut pas tout faire. Et une représentante publicitaire, Sophie I. Gagnon, également. Et beaucoup aussi d'autres chroniqueurs et journalistes à la pige qui participent là à Graphici. Avant de laisser la parole à Julie et à Gilles pour leur revue de l'actualité de l'année, à laquelle vous serez conviés aussi à participer dans un deuxième temps, là, je voulais vous dire quelques mots sur la distribution de Graphici. On sait que c'est un enjeu. C'est un très mauvais timing pour parler de comment c'est extraordinaire Poste Canada. Mais nous autres, on a déjà essayé toutes sortes de modes de distribution, sur des présentoirs, un bout de temps sur des publisacs. Et puis, on est revenu à Poste Canada parce qu'en théorie, c'est distribué dans tous les foyers gaspésiens. Tout le monde est sûr d'en avoir un. Il n'y a pas de gaspillage. Et puis, il y a quand même c'est pas 100% parfait. Alors, je veux vous dire que, en théorie, si vous aviez un casier postal, vous êtes censé recevoir un Graphici. Si vous n'avez pas de casier postal, quand la grève va finir, vous pourrez aller au bureau de poste pour demander à en avoir un. C'est gratuit. Et si vous n'en recevez pas quand même, il faut nous avertir parce qu'on paye Poste Canada pour qu'il les distribue à tous les Gaspésiens. Et si vous n'en avez pas, dites-le nous et puis on va pouvoir faire des interventions pour que vous receviez votre Graphici. Vous y avez droit. Alors, contact, c'est sur notre site web, c'est sur Facebook. Là, vous pouvez nous écrire un courriel par Messenger, n'importe comment. On aimerait vraiment ça que vous nous avertissiez si vous ne recevez pas Graphici. Ce qui va se passer ce soir, d'abord, une revue de l'actualité qui va être partagée entre Julie et Gilles. Moi, je vais assurer l'animation. S'il parle trop longtemps, là, je vais essayer de dire, en conclusion.
Et puis aussi, si vous avez des questions, des commentaires spontanément, vous pouvez aussi les faire. Mais il va y avoir aussi un moment qui va être dévolu spécifiquement à vos interventions, à vos questions. On va vous demander aussi éventuellement quel sujet vous aimeriez voir traité dans Graphici. Quels aspects de certains sujets vous trouvez qui n'ont pas été assez traités, dont on devrait parler? Votre opinion nous intéresse. Et après une petite pause, ben là, ça va être micro ouvert. Alors là, vous pourrez prendre le micro pour chanter une chanson à répondre, réciter un poème, nous donner votre opinion, nous raconter une anecdote, ce que vous voulez vraiment. Là, vos interventions sont les bienvenues lors du micro ouvert. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Moi, je pense que tu pourrais commenter le fait que Gilles prend des vacances à Matane. Oui, je trouve que c'est pas en Gaspésie-Matane. Je trouve pas ça très solidaire. Je suis très d'accord. Oui, je viens de là, je suis né là. Oui. Donc, c'est la solidarité un peu familiale qui m'amène. Et puis, la revue de l'actualité, c'est sûr qu'il y aurait plein de sujets d'actualité dont on pourrait parler, mais on va quand même essayer d'y aller par les sujets qui ont été traités dans le journal Graphici dans l'année 2024, qui a commencé quand même fort avec un dossier sur les clés miniers, avec une carte pleine de couleurs. Alors, Julie, je te laisse la parole sur ce sujet. Bien, en fait, je propose de présenter nos sujets. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Je ne savais pas si Vas-y. Je savais pas si ça. Donc, on a fait, quand on regardait les articles du Graphici, voir qu'est-ce qu'on avait traité cette année. On a essayé d'en choisir des bons. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, on va quand même parler de caribou et d'air de protéger. Je suggérais qu'on commence peut-être... Est-ce que ça marche? Allô? Donc, je propose qu'on commence par ça, mais on n'est pas obligé. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop lourd, direct en partant, ou on règle ça, puis après on passe à d'autres choses? On commence avec ça. Okay. Puis après, Gilles va nous parler du dossier des pêches, parce que ça aussi, hein, ça va super bien, les pêches. Et suivrait l'aspect transition énergétique et les clins miniers. J'ai essayé de changer de place parce que j'ai remarqué qu'il y avait des liens avec la disparition des conseils régionaux de l'environnement. Fait que ça serait ça nos 4 sujets pour commencer. J'ai considéré que c'était ce qui nous habitait beaucoup chez nous, en Haute-Gaspésie. Juste, Julie, tu voulais dire conférence régionale des élus. Le Conseil régional de l'environnement n'a pas disparu. Excuse-moi. CRE versus CRE. Oui, c'est ça. CRE. Et c'est ça. Puis par la suite... C'est de formation professionnelle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vais commencer par un peu plus me présenter parce qu'effectivement, je suis chroniqueuse environnement chez Graphici, mais je fais aussi des activités à l'extérieur. Donc, la différence entre un chroniqueur et un journaliste, c'est que, bien sûr, je n'ai pas la neutralité du journaliste et j'occupe évidemment d'autres fonctions ailleurs. Je suis une spécialiste de l'environnement. J'étais l'ancienne vice-présidente du Bureau des audiences publiques sur l'environnement. De là, toutes mes connaissances, d'ailleurs, sur les aires protégées, parce que j'ai présidé des commissions qui faisaient la concertation régionale. Alors, j'ai une connaissance fine de ce dossier-là. Et avant, j'étais aussi une accompagnatrice des promoteurs miniers, éoliens et sites d'enfouissement, quoi d'autre, barrages, donc les gros projets industriels. Alors ça, c'est mon parcours avant et c'est pour ça que je partage ces connaissances-là dans ma chronique en environnement. Voilà. Alors, je crois que c'était ma présentation. L'autre chose que je voulais dire, c'est que pour ceux qui ont lu le devoir aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je suis en Gaspésie. Alors, c'est un petit clin d'œil au fait qu'il y a quelqu'un qui semble penser que ça fait 11 mois que j'habite ici. Ça fait 11 mois que je suis à Mont-Louis, mais avant, j'étais à Saint-Anne-des-Monts puis à Gros-Morne. Mais bon, c'était au pluriel. Là. Ça ne veut pas dire que c'était moi. Mais en fait, la raison, je crois, pourquoi j'ai été interpellée, c'est que j'ai soumis aussi un mémoire pour le caribou. Je l'ai fait parce que je suis une citoyenne de la Haute-Gaspésie puis j'ai remarqué que personne, dans le fond, proposait une autre vision. Puis malheureusement, quand on est contre quelque chose, moi, dans ma vision, il faut être quand même pour quelque chose d'autre. Alors, je vous invite peut-être à aller le lire. Alors, je dis ça parce que dans mon mémoire, la moitié du mémoire, c'est faire un résumé de tout ce que vous auriez pu lire, puis ça prend à peu près 10 pages. 10 courtes pages en thème. Alors, si vous voulez vraiment comprendre le dossier caribou, je pense que tout y est dans ce mémoire-là. Voilà. Mais je vais quand même faire un petit portrait maintenant. Comment tu peux y avoir accès aux mémoires, Julie? Dans le fond, moi, je l'ai mis sur mon site web de compagnie. Puis si vous allez sur mon profil Facebook, ça devrait être dans une de mes publications, mettons, de la semaine dernière ou l'autre avant. Puis vous pouvez cliquer directement sur le mémoire. Alors, ce que je voulais dire dans le fond, cette semaine, on a eu un dossier air protégé puis un dossier caribou. Alors, c'est 2 processus séparés. Je
Je commence par aire protégée, puis après, je vais aller à Caribou. Moi, j'avais écrit une chronique déjà là-dessus, ma première chronique, je pense, à Graphici, c'était est-ce que la Gaspésie est assez protégée ou trop protégée? Puis pourquoi j'avais écrit ça comme chronique, c'est que j'entendais beaucoup les gens me dire que la Gaspésie, c'est un grand parc, on ne peut rien faire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette phrase-là, mais on ne peut rien faire, c'est très restrictif, on ne peut rien faire. Puis finalement, c'est pas protéger le mot. Suzanne, tu voulais intervenir? Oui, je veux juste savoir, est-ce que la rencontre de ce soir s'est imposée suite à l'actualité de cette semaine? Non, c'est... C'était déjà prévu. Oui. Dans le fond, c'est une recension des sujets que... Moi, j'ai déjà fait une chronique caribou déjà, puis Gilles y a fait un éditorial sur le caribou cette année. Ouais. Donc, on a pris nos sujets de cette année. Et donc, l'aire protégée, c'est quand... Dans le fond, on prend une terre, puis on ne veut pas de production, d'exploitation industrielle. On ne veut pas d'activité industrielle dessus. Donc, pas de mine, pas de coupe forestière, pas d'éolienne. Il y a Hydro-Québec, des fois, qui a le droit d'être là parce que c'est considéré utilité publique. Hein? Il faut qu'il traverse. Donc, en gros, c'est ça, une aire protégée. Mais le reste des activités, voilà, il y a différents niveaux de protection. Oui. Pas de coupe forestière par une industrie forestière? Pas d'exploitation industrielle forestière. Industrielle. Mais les forêts communautaires, oui, une forêt communautaire. Oui. Et Oui, c'est important, bois de chauffage. c'est ça. Et dans une aire protégée, évidemment, quand on crée une aire protégée, il y a des gens, des fois, qui sont déjà là. Ces gens-là sont... Il y a presque... Moi, j'ai entendu qu'il n'y a jamais eu personne qui s'est fait exproprier non plus pour une aire protégée. Il y a quand même un concept d'acquis. Hein? Il y a des bleuetières, par exemple, des fois, on peut les exclure. Bon. Mais là, ce que je voulais vous dire, surtout, c'est que dans les aires protégées, il y a plusieurs aires protégées. Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse la réserve écologique de Manche-d'Épée? Bon, ça, en principe, c'est un pas-touche. On n'a pas le droit d'aller là, c'est un sens humain, tout ça, mais on m'a dit qu'apparemment, le chemin où certains marchent, bon, c'est correct. Mais en principe, une réserve écologique, c'est l'aire protégée, la vraie cloche de verre. Là. C'est pour un peu étudier c'est quoi la nature sans l'humain. Là, après, tu as le parc national et les réserves de biodiversité. Là, dans le fond, ça, c'est des activités récréotouristiques. On se promène, on a le droit. Ça va pour le temps? Faut que je conclue? 5 minutes. C'est bon. C'est bon. Puis, dans le fond, tu as plusieurs degrés. La plus flexible, c'est celle que vous avez entendu beaucoup parler cette semaine, c'est l'aire protégée d'utilisation durable, qui est la nouvelle aire protégée. Plein de gens disent qu'on ne sait pas rien sur cette aire protégée-là, mais c'est l'aire protégée la plus courante en Europe. C'est qu'en fait, en Europe, il n'y en a plus de nature intouchée, magnifique, ça n'existe pas. Donc, si, en principe, une aire protégée, comme la réserve écologique, là, la plus protégée, on veut protéger des lieux exceptionnels. Mais quand il n'y en a plus de lieux exceptionnels, il faut un jour se mettre à protéger des choses moins exceptionnelles pour l'équilibre des écosystèmes. Alors, l'aire protégée d'utilisation durable, on peut faire plein de choses. Donc, des érablières, on peut faire des forêts communautaires. Donc, si on veut tirer le bois pour la communauté, on peut faire la cueillette de produits non ligneux, des sentiers pédestres, de la mise en valeur archéologique. C'est juste qu'on doit le planifier dans ce qu'on appelle un plan de conservation. Fait que ça, c'est pour les aires protégées. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que quand on rejette en bloc des idées d'aires protégées, c'est qu'on rejette toutes ces opportunités-là. Puis l'autre chose que vous devez savoir, c'est que la Gaspésie, c'est à 8 % protégé. Le gouvernement, il veut atteindre 30 %. La Gaspésie est plus protégée que la plupart des autres régions qui sont plus à 4-5, okay, à cause du Grand Parc national, mais elle n'a pas son 30 %. Et pour la Haute-Gaspésie, hein, le chiffre qui circule en ce moment, c'est 44, mais c'est 18. Donc, c'est 18 % de la Haute-Gaspésie qui est protégée. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup plus protégé qu'ailleurs. Par exemple, la baie des Chaleurs, c'est très faible, 3-4 %. Donc, en principe, ils auraient pu faire plus d'aires protégées dans leur secteur qu'en Haute-Gaspésie. Voilà. Donc, ça, c'était pour les aires protégées. Est-ce qu'il y en a qui ont des comme questions? C'est quoi une aire protégée? Ou je continue avec le caribou? Parce que là, c'est... Les aires écologiques, il y en a une à Mont-Saint-Pierre aussi, je pense. Oui, Mont-Saint-Pierre, plusieurs. Je pense qu'il y en a quand même... Il y en a aussi à l'intérieur du parc national. Donc, la Fernand, je ne sais pas quoi, là, dans le coin du Mont-Logan. Donc, ça, c'est des potouches. En général, ils coupent les accès. Là. C'est très difficile d'y aller. Oui? Je me demandais juste pourquoi il y a autant de différences entre 44 et 18. C'est parce qu'on met la réserve faunique des Chic-Chocs dedans. Puis la réserve faunique des Chic-Chocs, tous les développements industriels sont possibles. En réalité, tout ce que c'est une réserve faunique,
c'est un territoire structuré où la CEPAC gère la chasse et la pêche et la trappe, je pense. C'est bon? Pour le 1844, c'est important parce que ça faisait beaucoup partie de la résolution. Là. On est trop protégé, mais on n'a pas le 30 en Gaspésie. Une question, moi, est-ce que les élus ont des petits briefings comme ça dans la vie? Mais il faut déjà vouloir entendre. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pas leur job? Ben, écoute, ils ont des experts autour d'eux. Ils ont engagé du monde, donc en principe, ils ont l'information et ils sont aussi en constant lien, en principe, avec les ministères. Bon. Alors, je vais passer au caribou avant que je commence à me faire couper mon temps. Pour le caribou, ce qui est important de savoir, j'ai écrit une chronique que moi c'est ma préférée de moi. Je pense que c'est ma deuxième. Non, mais la préférée que moi, j'ai aimé écrire. Puis la raison, c'est que j'étais en vacances aussi. J'étais dans un bon esprit. Là, c'est que j'étais dans le Maine, puis j'étais dans le Baxter National Park. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là. Ça ressemble beaucoup au Mont-Albert. C'est 1600 mètres. J'étais au-dessus au-dessus des nuages. Là. Puis, mais il y avait plein de places qui avaient des noms caribou. Lac Caribou, Sentier Caribou, Marais Caribou, la ville Caribou. Puis là, j'étais comme, il y avait des caribous jusque dans le Maine. Puis là, finalement, je tombe sur l'étude de Martin Hugues Saint-Laurent à peu près en même temps qui essayait de prouver que c'était pas le changement climatique qui avait fait que les caribous, ils avaient dû monter vers le nord, mais c'était bien la coupe forestière, l'agriculture et tout ça. Donc, dans le fond, il y en avait jusque presque à Boston, jusque dans le sud du New Hampshire. Puis il y en avait là, genre 50 000. Là, c'était une affaire. C'était hyper abondant. Là, il y avait de la chasse. Puis ça, on parle là, de 1850, 1800. Ça fait 150 ans à peu près, ou 100 ans, que le déclin a commencé. Puis en 1937, quand ils ont créé le Parc national à Gaspésie, il y en avait 1500. Mais c'était déjà un enjeu. Là. Le 1500, c'était tout ce qui restait. Il ne restait plus rien aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 1903, le dernier caribou disparu aux États-Unis. Alors, il y en a qui sont partis évidemment, par Montréal, là, qui ont migré vers l'Abitibi, vers Laurentide et tout ça. Puis là, il y a ceux qui ont migré vers la Gaspésie. Mais ça fait très longtemps, cette migration-là. Donc, ça fait que génétiquement, ce n'est pas deux espèces similaires. Attends, c'est pas vrai. C'est la même espèce, mais c'est deux écotypes. Donc, une espèce qui s'appelle le caribou des bois, puis l'écotype de Gaspésie, c'est le montagnard. Puis, le montagnard, il en reste 23 au dernier recensement. Le Fibonacci dit qu'il en reste 300. Ah, ça, je n'ai pas entendu. Mais il y en avait... Oui, sérieux. Il y en avait 250. Enfin, il y en avait 250 à peu près dans les années 80. Puis là, on est rendu à 23. Ça, c'est selon les recensements du ministère des Ressources naturelles et de la forêt. Voilà. Alors, ça, c'est l'histoire. Pardon? Avec ceux qui sont en enclos? Oui, en liberté, il en reste 14. La moitié est en enclos. Ouais. Et il y a une solution qui est importante de savoir. Ça aussi, c'est pas quelque chose que beaucoup de gens savent. Le fameux Serge Couturier, il a fait quand même plusieurs entrevues sur les ondes gaspésiennes et dans les journaux. Lui, sa solution, c'est d'augmenter le nombre de caribous en faisant de la reproduction active. Donc, en clos, on est plus dans le protéger de la prédation. Mais là, il y a une vie un peu misérable, là, où, tu sais, bon... en tout cas, ceux de Val-d'Or sont restés en enclos pour la vie. Là. Alors que le projet de Serge Couturier, c'est d'augmenter la population puis de les remettre dans la nature. On peut doubler, j'ai demandé, là, parce que quand j'écris mon mémoire, je me demandais à quel point c'était une solution. Je voulais savoir combien d'années ça nous prendrait à la Haute-Gaspésie à un peu serrer les coudes, hein, le temps que le caribou reprenne un peu de la santé. Puis il m'a dit qu'on pouvait doubler la population aux 3 ans. Donc, en principe, ça veut dire que d'ici 10 à 15 ans, on pourrait retrouver le fameux 250, qui est le chiffre qu'on donne pour une stabilité de population, là, qui ne soit plus dans un déclin et que nous puissions retourner dans une vie où nous pouvons aller se promener relativement librement dans la montagne sans avoir peur qu'ils disparaissent. Et donc, ce que le gouvernement propose, le 30 avril, le gouvernement il a fait une proposition et c'est dans le fond, il propose un peu d'agrandir. C'est pas un parc, mais dans le fond, c'est la zone, je ne sais pas si vous avez lu ça, là, il y a une zone qui s'appelle la zone d'habitat de régénération, qui est très large, qui va même jusqu'ici, là, à Mont-Louis. En gros, ce qu'on veut, c'est que la forêt mature revienne pour que l'habitat du caribou retrouve quelque chose de naturel. Et il y a une zone orange, vraiment pas loin du parc national, qui est très loin de Mont-Louis. Même ça touche pas Mont-Saint-Pierre, ça touche surtout Marsouilles et la Martre.
qui, eux, ont les deux, je pense, plus de 40% de leur territoire qui se trouve dans la zone orange, donc tout l'arrière-pays. En gros, là, c'est l'ancienne place du parc national qui a été enlevée pour faire une mine en 1960. Donc, on reprend le territoire qu'on y a enlevé parce qu'il y va encore aujourd'hui. Il va toujours là. J'ai vu les cartes de fréquentation, il y va parce que c'est un haut plateau super intéressant. C'est aussi où il y a du ski. Alors, bon, on comprend qu'il y a des conflits d'usage. Et aussi Rivière-à-Claude. Il y a surtout du skidoo, en fait. D'accord. C'est vrai, c'est pas de skidoo. Puis, donc, en gros, c'est un règlement que le gouvernement propose. Un règlement, c'est pas comme une aire protégée, c'est moins long terme, c'est relatif. Ça se change aussi, mais c'est aussi dans le but d'être flexible à mesure qu'il y a plus de caribous. On va peut-être réduire les restrictions et tout ça. Et donc, à ces mesures-là, il y a plein de gens qui se sont opposés en bloc. En gros, les spécialistes disent que c'est pas assez puis que le gouvernement québécois n'est pas assez exigeant, notamment en permettant des activités minières, ce qui est un peu étrange parce que mine versus forêt, mine versus faire du ski de montagne, ça crée de l'inéquité entre les activités puis c'est pas une super idée. Alors, par exemple, des aires protégées, ça permet au moins une équité puis d'avoir un plan de conservation. Mais les spécialistes trouvent que c'est pas assez. Puis les gens plus pro-économie ou qui ont de la difficulté avec les activités de conservation, ils les rejettent en bloc. Mais si on les rejette en bloc, le caribou va disparaître parce que lui, il a besoin qu'on y agrandisse son territoire. Bravo, Julie, je t'avais de dire en conclusion, je pense que tu l'as senti. Mais c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est parce qu'on a plein d'autres sujets à couvrir. Moi, j'aimerais ça, si vous avez d'autres questions ou commentaires adressés à Julie pour Télésoleil, que vous puissiez les dire dans le micro. À moins que ça vous intimide, si ça vous empêche de parler, moi, j'oublie ça, là, mais je trouverais ça important que les gens l'entendent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Suzanne? C'est juste un commentaire. On dit, tu dis sont pro-économie, mais quand on parle d'activités récréo-touristiques ou toute autre activité qu'on pourrait faire sur le territoire, ça peut être une activité économique aussi, là. Ouais, le mot, ça serait plus qu'ils ne sont pas favorables aux mesures de conservation du caribou. C'est plus ça. Parce qu'effectivement, les activités récréo-touristiques, moi, j'ai toutes lu là, plusieurs fois les mesures du gouvernement. Il n'y a rien qui empêche le ski de montagne, le ski... Puis dans le discours actuel, c'est triste parce que c'est comme si on mettait toutes les mêmes activités ensemble. Tu sais, la motoneige hors-piste, là, c'est pas mal plus différent pour le caribou parce qu'on ouvre des sentiers, ça donne de la place aux coyotes. Donc, c'est plus difficile comme activité que le ski de fond hors-piste, ça dérange pas personne. Donc, il y a plusieurs activités, puis chacune sont différentes. Mais, effectivement... Puis moi, je crois même qu'il y a une économie de la conservation parce que là, ils veulent faire de la régénération de la forêt active. Alors, ça va créer des nouveaux emplois. Bien, ça va remplacer les emplois de la coupe en les emplois de reforestation. C'est un autre type d'économie. Je suis d'accord avec ça. Puis moi, en passant juste dans le mémoire que j'ai écrit, je propose aussi un accompagnement financier parce que bien sûr, on le sait là, que la Haute-Gaspésie, c'est quand même la plus pauvre du Québec depuis 25 ans. En fait, depuis qu'on mesure l'indice de vitalité, il y a des fois, il y a un échange avec Rocher-Percé, j'ai remarqué. Puis dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas demander à une région qui a des difficultés économiques de prendre en charge un équilibre puis une conservation sans assistance. Donc, moi, je pense qu'il faut... je pense que j'ai appelé ça le plan Marshall. Là. Il faut vraiment donner un accompagnement pour faire une transition, finalement. Une transition où on veut une économie plus équilibrée. Bien, où on est un peu obligé d'avoir une économie équilibrée pour sauver une espèce en voie de disparition. Marie-Pierre, je te passe le micro. Moi, j'ai une question que je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Ma question, c'est... Je ne sais même pas comment la formuler. Là, la MRC, le discours public, là, c'est que la Haute-Gaspésie n'est pas d'accord avec le projet Caribou. Bon. Est-ce que vous savez si... Je ne sais pas comment dire. Est-ce que le gouvernement sait qu'il y a de la dissidence, tu sais, que la MRC, c'est la voie officielle, mais tu sais, est-ce qu'il y a d'autres voies? Ben là, il y a un mémoire, par exemple, qu'on pouvait déposer. Je sais qu'il y avait un petit questionnaire en ligne que le gouvernement du Québec nous demandait de remplir aussi.
Ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a une chance que la MRC n'ait pas le dernier mot, là? De un, et de deux, ma sous-question, c'est est-ce qu'il y a un moyen aussi de vérifier la population de la Haute-Gaspésie? Est-elle d'accord avec la MRC ou pas? Je vais risquer une réponse. Les gens du gouvernement, ils ont lu le devoir aujourd'hui. Puis le devoir a été assez incisif. Alexandre Shields, dans son texte, il a bien mis en valeur, je pense, le fait qu'il y a deux points de vue. Il y en a peut-être plus que deux, même, en Haute-Gaspésie. Donc, ça, c'est connu et c'est public. Comment le gouvernement navigue là-dedans, ça, c'est une autre question. Parce que moi, mon angle d'analyse, parce que j'en ai parlé du caribou en édito, on n'est pas devant un gouvernement qui est très évolué sur le plan environnemental. Je le dis, là. Puis, Est-ce que c'est neutre comme commentaire? Ben oui, dans le sens que quand on regarde les décisions en place, on est devant un gouvernement qui est très conservateur sur le plan environnemental. Puis moi, j'ai l'impression, j'ai pas de certitude, mais j'ai l'impression que le gouvernement attend que la situation se gâte suffisamment pour que le fédéral intervienne et que c'est un gouvernement qui est impopulaire, qui traîne dans les sondages. Il est surtout en retard sur le plan de l'affirmation nationale par rapport au Parti québécois qui mène dans les sondages. Puis demandez-moi pas ce que je pense du Parti québécois parce que c'est pas une question politique, c'est juste un angle d'analyse. Ça ferait parfaitement l'affaire de la CAQ que le gouvernement fédéral intervienne parce qu'il pourrait brandir sa capacité de défendre les intérêts des Québécois devant le méchant gouvernement fédéral. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça dans le laxisme du gouvernement de la CAQ par rapport à la situation du caribou. Ils veulent se faire brasser par le fédéral pour pouvoir jouer à la victime. Et plus on approche de l'élection de 2026, plus cette option-là risque de prendre du poids. Mais je ne suis pas dans la tête des gouvernants, mais c'est ce que je pense. La question de Marie-Pierre était aussi là, de quoi faire, elle, si son opinion n'est pas la même que celle des élus qui la représentent. Ça, moi, j'allais l'aborder. En fait, c'est que j'aimerais qu'on sorte de l'opinion puis qu'on puisse avoir comme de l'expertise. Ouais. On peut-tu demander de l'expertise en tant que citoyen? Ben, l'expert, c'est elle. L'expert, c'est elle. Mais moi, j'ai un point de vue qui je dis toujours aux gens, écrivez à votre député. Parce que quand un député reçoit 2 messages sur un sujet, il sait que ça va... c'est pas trop menaçant. Quand il en reçoit 100 ou 150, là, ça commence à déranger. Puis c'est de cette façon-là que le sujet va être amené sur le plan national. En Haute-Gaspésie, c'est pas tout le monde qui pense qu'ils vont perdre 1000 emplois parce qu'ils vont mieux protéger le caribou. Et ça, les gens s'en servent pas assez. C'est ce qu'on appelle la démocratie active. La démocratie, c'est pas juste voter aux 4 ans. C'est réagir en temps réel. Puis on a tous les moyens pour le faire maintenant. On a le courriel du député. C'est un message écrit. Les écrits restent. Puis savez-vous aussi, je sais pas, l'avantage, il n'y a pas d'espace pour l'opinion du lecteur. Hein? Non. Mais utilisez la tribune municipale, puis la tribune de l'Assemblée nationale. Il y a des élections municipales dans 1 an, moins d'1 an, dans 11 mois. Puis c'est pas trop compliqué, là. C'est 3 paragraphes, des fois 4 paragraphes. Ce que le député, puis ce que le maire ou le conseiller reçoit comme message, c'est pour ou contre. Puis ça marque des points. Moi, la réponse que je te donnerais, c'est quand... Moi, je travaillais au gouvernement pendant quelques années, puis c'est sûr que ce matin, eux, il y a une MRC en Haute-Gaspésie qui a dit non aux mesures de conservation du caribou, puis qui a dit non aux aires protégées. Donc là, on a... Puis n'oubliez pas qu'une MRC, son rôle, c'est concilier le territoire et d'accompagner le milieu pour que la conciliation soit heureuse et
stratégique pour la région. Puis en ce moment, elle ne veut pas concilier. Elle ne veut pas proposer non plus. Le rêve du gouvernement, là, c'est que la Haute-Gaspésie dise « Tiens, c'est ça qu'on veut. On n'aimait pas trop ta proposition, mais voici des solutions de rechange parce qu'on a parlé à notre monde, puis c'est ça qu'il faudrait. » Ça serait ça son rêve, parce que là, en ce moment, il est pris avec une situation qu'elle ne sait pas ce que la Haute-Gaspésie veut, elle sait juste qu'elle ne veut rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on a un gouvernement? Puis dans le fond, la stratégie de tout ça, c'est de dire, de faire peur au gouvernement, de rien faire et de continuer le déclin de la population du caribou qui, lui, ne peut plus attendre. Il y a vraiment une urgence. Donc, moi, ça me désole l'inaction en général, puis je comprends aussi que ça te désole aussi. Par contre, moi, je crois qu'il y a une mobilisation forte en ce moment dans la société civile. Et pour ta question sur... moi aussi, je l'avais observé, ça, qu'en Haute-Gaspésie, il y a aussi un enjeu que c'est difficile de s'exprimer. Il y a beaucoup d'entre vous qui avaient besoin de subventions, d'AMRC. Il y a aussi tout un effet d'intimidation quand on ne passe pas comme la majorité. Ça, c'est aux Gaspésiens, mais aussi beaucoup de petites communautés. Ce n'est pas typique à ici. Mais dans ce cadre-là, moi, parce que je n'ai pas d'intérêt d'emploi en Gaspésie, moi, j'habite ici, mais mes clients sont dans les autres régions. Puis parce que je travaille au Graphici, j'ai choisi que je n'allais pas travailler et avoir de l'argent ici pour avoir une forme d'utiliser ma tribune, mais pas de manière commerciale, hein, pour dire ça comme ça. Donc, fait que moi, je l'ai fait mon mémoire dans cet esprit-là. Je l'ai dit dedans. Puis je sais que les ministères m'ont lu. Bien, les ministères m'ont lu, mais les ministères savent qu'en Gaspésie, il y a une population qui est en dissation, qui ne sont pas favorables aux postures dominantes, mais qui n'ont pas d'espace. Il n'y a pas eu aucune consultation. Il n'y a pas eu de séance d'information. Tu sais, la MRC, elle aurait très bien pu vous faire une séance d'information comme on fait là, hein, avec les experts, que tout le monde entende la même information et que vous puissiez faire votre idée sur comment vous voulez voir le territoire concilié pour protéger le caribou. Peux-tu passer le micro à mademoiselle? Oui, je m'excuse, je suis un peu gênée. C'est plutôt un commentaire. J'ai envie de parler aussi des aires marines protégées. J'aimerais juste souligner qu'il y a eu, à ma connaissance, au moins un refus de 2 aires marines qui ont été proposées, que la MRC a refusé dans son refus en bloc. Donc, je ne suis pas insensible du tout là, au caribou, bien au contraire, pour avoir travaillé activement à sa protection. Mais je pense que c'est important de parler des aires marines protégées aussi, que dans sa, je sais pas, pseudo-stratégie face au gouvernement, mais il refuse aussi des projets comme ça qui mobilisent beaucoup de citoyens et citoyennes. Puis, ouais. Mais là, elles sont où? Alors, celle qui a été proposée, que je connais le mieux, c'est... c'est laquelle? En fait, j'ai affiché mes couleurs. Là. Je travaille pour une OBNL, hein, puis on travaille sur la conservation des milieux côtiers et marins, le comité ZIP Gaspésie. Puis l'aire marine qui a été proposée, en fait, part de Cap-Chat et se rend jusqu'à Petite-Vallée. Puis elle couvre en fait 5000 km². C'est une aire marine protégée, donc qui couvre tout l'équivalent de la MRC de la Haute-Gaspésie, mais niveau marin. Puis ça protège là, des aires de concentration de coraux et d'éponges là, qui sont très peu connues, mais qui sont essentielles au maintien de la biodiversité là, en milieu marin. Donc, étant donné que c'est des grandes zones, puis comme ça a été bien mentionné, c'est pas restrictif. Tout ce que l'aire marine protégée, en fait, empêche, c'est les activités de pêche qui sont non durables, donc les activités de pêche qui sont de type dragage de fond. Par contre, les activités de pêche de subsistance, par exemple, pour les communautés autochtones, sont autorisées. Puis, y aurait-il une pêche du homard, par exemple? Absolument. Ouais. Puis, ça permettrait aussi potentiellement de pouvoir aider des projets citoyens et citoyennes aussi de faire de la pêche pour récréative, je veux dire, un peu pour tout monsieur, madame, tout le monde, étant donné que c'est pas le cas présentement. Il faut faire un texte là-dessus. Puis la baignade, c'est une blague. Comme si le monde avait appris ça baignade. La baignade, c'est pour les personnes qui sont là depuis plus de 2 ans. Oui, plus de 2 ans. Exactement, donc ça s'applique pas à toi. C'est pour l'initiation quand tu passes de pas gaspésien à néo. En tout cas. Après, puis tu préfères du kayak aussi éventuellement. Donc, quand même, il y a des bons avantages. Non, mais je pense le refus en bloc, bien sûr, c'était pas spécifique. Dans le fond,
c'était pas personnel à aucun des projets. Par contre, ce qui est super triste, puis moi je l'ai dit en entrevue là, récemment, dans les 2 derniers jours, c'est l'élan citoyen qui est super triste. Hey, juste pour que c'était 20 aires protégées en Haute-Gaspésie. Au total, au Québec, c'était 400. Ça veut dire que la Haute-Gaspésie avait 5 des aires protégées, alors qu'on est 0,1 de la population. Fait que ça envoie quand même un gros message que les gens ils ont envie de forêts matures, mettons, qui ont envie d'un petit peu d'autre chose. Puis là, à place d'être à l'écoute, puis de trouver un compromis, puis d'accepter, disons, les 3-4 les plus intéressantes, notamment celles qui ont été... Moi, celle qui me fascine, c'est celles qui ont été approuvées par le conseil municipal. Parce que la municipalité le veut. Alors, la MRC peut avoir un veto sur une municipalité. Tu sais, c'est quand même dans le processus. Puis là, le processus, pour tout le monde, là, ça commençait le 5 juin, ça finissait le 15 octobre. Tous les projets sont dans les mains du gouvernement. C'est la première fois qu'on donnait, que les MRC étaient consultés. Puis pour citer un de mes amis maires, il dit, dans le fond, c'était le bon papa de famille qui nous demandait qu'est-ce qu'on voulait. Mais en gros, le papa de famille, il a le droit de faire des aires protégées où ça y tente. Parce que les MRC n'ont pas de pouvoir sur le territoire public. Alors, en principe, le papa de famille peut toujours proposer des aires protégées qu'il considère de qualité. Alors, c'est sûr que ça veut dire potentiellement un conflit avec sa MRC, hein, donc tout ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles ont été refusées qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire avancer certaines aires protégées. Marcel veut le micro. Je me rappelle plus si je l'ai lu dans les nouvelles, fait que je vais leur demander juste au cas. Y a-tu, dans le processus consultatif, y a-tu d'autres MRC qui ont adopté une même stratégie de refus en bloc? C'était, tu sais, comme c'est lesquels? Est-ce que vous vous rappelez? Genre. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est dans le regroupement des MRC qui ont des problèmes avec le caribou, là. Mais en Gaspésie, notre voisine, elle a fait exactement l'inverse. Côte de Gaspé, elle les a toutes approuvées en disant on n'est pas avec plein de ça se peut qu'on soit contre la protéger en soi, mais on est pour le besoin de l'analyser parce que dans le fond, ni le proposeur de la protéger ni la MRC n'avaient l'habileté de l'analyser pour savoir vraiment sa plus-value. Alors, il fallait aller en analyse pour être capable après de se dire ouais, même ceux qui ont proposé, peut-être qu'ils auraient pu changer d'idée. Bon, finalement, c'est très restrictif, ça ne nous tente plus. C'est bon. Mais à contrario, il y a des MRC qui ont demandé à des organismes qui travaillent en environnement de faire des propositions. Ben, moi, je connais une MRC que c'est toutes elles qui les a proposées. On passe pas. Hein? Tant qu'à faire, on va les faire nous-mêmes. Oui. Ça a super bien été. Ils l'ont fait en collaboration avec le milieu. Puis... Parce qu'il faut rappeler que c'était pour avoir un processus de réflexion et d'analyse. C'était pas pour les accepter. Non, c'était pour l'analyser. Puis en plus, après, il y a une concertation régionale. Exactement. Puis moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais au BAP. C'est juste que je pense que ça ne sera pas le BAP qui va les faire. Mais c'est que là, après, tu as tous les gens, les utilisateurs du territoire qui vont dire ben moi, j'ai quelque chose là, j'ai besoin de mon accès. Puis là, il va y avoir les professionnels qui vont refaire les cartes, qui vont dire OK, ben ça, on peut bouger ça comme ça. Moi, j'ai vu François lever la main et il y a le micro en plus. Oui. En entrevue aujourd'hui, aujourd'hui ou hier, Guy parlait du fait qu'il n'y avait pas les ressources à la MRC pour analyser les demandes. Est-ce que c'est la MRC qui était responsable de l'analyse des projets ou c'est d'autres mondes qui seraient venus faire ce travail-là? La MRC, elle a invité tous les proposeurs, je pense. Je ne sais pas si c'est... c'est ça. Ils n'ont peut-être pas invité tout le monde. Nous, on ne le savait pas. Moi, j'ai appris c'était quoi les projets le 27, quand ils ont présenté leur résolution. Je ne savais pas qu'il y en avait plein que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler de la ZEC, la Rivière-Madeleine, puis la Marthe, évidemment. Puis, mais la question, c'est que dans le 13, dans le fond, ils ont demandé aux gens de présenter leurs aires protégées, certaines aires protégées, dont Rivière-Madeleine et la Marthe. Les autres, je ne sais pas. Et, fait que dans le fond, ils ont passé une journée à jaser de tout ça, là. Donc, c'était ça. Mais ils ont un aménagiste à temps plein. Ils ont... c'est ça, ils ont un aménagiste à temps plein. Fait que cette personne-là, en principe, elle a des compétences en carto, des compétences en environnement. Donc, elle peut faire au moins une pré-analyse. De savoir si, admettons qu'une aire protégée,
était vraiment par-dessus quelque chose en complet conflit, là. Disons, un projet d'éolienne qui a été accepté, on aurait fait comme, ben ça ne pourra pas marcher, c'est ça. Bon. Donc, en principe, ils ont quand même certaines compétences, mais pas les fines. Donc, ça, c'est ta première question. Puis, c'est sûr que je veux juste faire du pouce sur ta question, c'est que dans la résolution qu'ils ont lue, ce qui était très étrange, c'est qu'on dit on n'a pas les... Ils disent ça, la phrase. On n'avait pas les compétences de faire l'analyse, on n'aime pas le processus. C'est pour ça qu'on va... La première version, là, avant que la fin de la réunion, c'était on va reporter parce qu'on a besoin de temps, puis on va demander au ministère de nous aider. Puis une demi-heure après, apparemment, il y avait assez de compétences pour dire non. Fait que dans le fond, ils n'ont pas de compétences pour dire oui, mais ils ont des compétences pour dire non. Fait que, ça ne met pas la route en termes d'argumentaire si tu n'as pas les compétences. Puis en principe, l'approche de Côte-de-Gaspé, c'est celle qui était recommandée par tout le monde parce qu'au moins, tu le fais avancer, puis après, tu sélectionnes, puis il va t'en rester tes 3 ou 4 meilleurs. Est-ce que j'ai vu Suzanne lever la main à nouveau? Suzanne? Oui, c'est prends le micro, s'il te plaît. C'est juste un commentaire concernant l'analyse des dossiers présentés. C'est qu'il y a plein de compétences en Gaspésie, en Haute-Gaspésie. Il y a des biologistes, il y a des gens qui travaillent à la ZIP, il y a le Conseil de l'eau, il y a plein de monde qui peuvent se pencher sur ces dossiers-là, puis qui peuvent être des personnes ressources incroyables. Là, il s'agit juste de donner des contrats où il y a bien des gens qui le feraient dans le cadre de leur travail, parce que c'est ça. Donc, on les a, les compétences, là, ils ont juste à aller les chercher, là. Bien, ils n'ont pas manqué d'argent. Ils ont donné un contrat de 250 000. On a vu ça dans le dernier PV. Ça, c'était pour le mémoire pour le caribou. Même en standard montréalais, là, 250 000 pour une étude, tu peux faire de quoi avec ça? Un sondage. Non, ça, c'est l'étude. Ouais. Ça, c'est l'étude économique, mais il y a 250 000 pour le caribou, l'ensemble. Ils ont fait une concertation, des entrevues avec des gens, tout ça. Je pense d'un point de vue purement politique et stratégique, moi, ça me dérange vraiment que d'une manière aussi décomplexée, la MRC, dont ce n'est pas le rôle d'évaluer ses projets, c'est pas ça qu'on lui demande, en effet, parce qu'elle n'a pas nécessairement toutes les compétences, admet publiquement dans des entrevues que c'est une stratégie politique de refuser en bloc pour se positionner contre le processus. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. Fait que moi, je trouve que si on veut écrire à nos députés, on a déjà un tyran, c'est-à-dire, il y a un peu un vice de procédure, là, où il y a comme un non-respect du rôle que nous, on donne à notre MRC comme citoyenne ou citoyen. On lui demande pas de faire de la politicaillerie sur notre dos en bloquant des projets pour faire des rapports de force avec le gouvernement. C'est vraiment pas ça, son rôle. Fait que je pense qu'il y a comme une incompréhension du rôle de la MRC, peut-être de la part là, des élus ou de la MRC. Fait que ça, je trouve que c'est une manière d'aborder le projet qui n'est pas pour ou contre les aires protégées, une telle ou une telle, mais juste si on veut se positionner politiquement, on peut souligner à notre député ou au gouvernement qu'on trouve que ça, c'est pas normal, puis que nous, ça fait en sorte que ça nous éloigne du débat, parce que là, la MRC veut se chicaner avec le gouvernement, puis ça ne nous concerne pas. Ben, il aurait dû l'exprimer au mois de juin. Absolument. Ça ne nous intéresse pas de faire le tamis des projets. On vous délègue ça, puis on exprime, la MRC aurait pu exprimer son opposition au processus à ce moment-là, puis dire envoyez vos projets directement au ministère. Nous, on boycotte de cette façon-là. Il y a des gens qui sont mobilisés pendant 4 mois, juin, juillet, août, septembre, puis une partie du mois d'octobre, puis on joue au fou. C'est des gens qui travaillent bénévolement dans la communauté. Fait que moi, je trouve ça vraiment insultant, puis je trouve ça un manque de respect. Puis la vérité, c'est qu'ils veulent pas déléguer parce qu'ils veulent pas faire le tamis. C'est qu'ils ont gardé ça en se disant on est contre le projet Caribou, puis là, on va pouvoir sortir cet argument-là. On va bloquer autre chose pour faire avancer notre Caribou. C'est ça qui est dit dans l'article. Mais c'est vraiment un non-respect du travail des citoyennes et des citoyens. Oui, puis j'imagine, mettons, c'était 20 à protéger, puis disons 10 bénévoles. C'est quand même 200 personnes. Là. C'est énorme là, en termes de non. En fait, c'est ça. C'est le non-respect du travail qui a été fait par tout le monde. Puis effectivement, tu as raison, tu aurais dû le faire au début. Mais en même temps,
moi, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, parce que c'était clair le 27, là, il y a eu une mobilisation, il y a eu un appel, ils l'ont dit, là, il y a eu une chaîne téléphonique là, le 26 là, pour tous ceux qui étaient contre les aires protégées de venir. Fait que dans le fond, ils sont contre les aires protégées, mais ça paraît mieux de dire qu'on est contre le processus. T'sais. Non, mais dans le sens où je me disais, c'était peut-être une manière de rendre ça. Mais puis moi, ce que j'ai pensé quand j'ai lu, je me suis dit, finalement, parce qu'une MRC, moi j'ai des clients MRC, là, donc je peux vous dire, là, il y a des variabilités chez les MRC, mais en général, la MRC, elle veut être le plus neutre possible. En général, c'est les municipalités, les militantes. Là. Les municipalités, ils ont une opinion, on fait ci, on fait ça. Mais la MRC est comme celle qui gère le groupe, là, puis elle est gênée. Là, puis le préfet, il est souvent un autre maire, fait qu'il faut qu'il garde ses alliances avec les maires, donc il gère ça. Ils sont plus neutres. Alors moi, je trouve que la MRC de la Gaspésie, elle a c'est comme si c'était leader syndical ou une association, tu sais, une association sectorielle. Il y a comme une ambiance de ça, effectivement, parce que c'est pour ça la décision qu'ils ont prise mercredi, c'est comme une posture de négociation et pas sa responsabilité de MRC. Puis ça, je l'ai mis dans mon mémoire. Il y a beaucoup de responsabilités de développement durable et écologique et social dans la mission d'une MRC. Emma? Oui. Moi, excusez-moi, je vis quelques petites émotions là, quand tu parles qu'ils ont mobilisé des gens. Moi, je suis une de celles qui a déposé un mémoire, pas un mémoire, mais une aire protégée marine. Donc, j'ai été en contact avec la MRC pour qu'ils puissent me signer une résolution, blablabla, machin. J'ai dû les recontacter avant-hier pour savoir il y a 3 jours, qu'en est-il de notre résolution parce que la date butoir arrive. Quand j'entends le préfet à la radio dire il y avait une 50aine de personnes mobilisées à cette assemblée, que jamais on m'a dit que je pouvais y être, que moi, dans ma tête, c'était un conseil des maires, donc un truc à huis clos. Excusez-moi, mais je suis un peu fâchée. Là. Comment ça, moi, j'ai pas eu le droit qu'on m'informe en tant que citoyenne qui, d'autant plus, a quand même une petite voix au chapitre parce que... Et qui m'a répondu, là, M. Bernatchez, il m'a dit « On se rencontre ce soir, on vous donne des nouvelles. » Et par ailleurs, il ne les a pas invités à venir écouter jamais. J'ai su que je pouvais y être. Et en plus, moi, j'ai appris que c'était refusé en bloc à la radio en même temps que tout le monde. En tant que dépositaire d'un projet d'air protégé, je suis comme fâchée. J'étais déjà fâchée, mais je suis encore plus fâchée parce que je comprends pas comment ça... on n'a pas su qu'on pouvait se présenter parce que probablement que je l'aurais fait. C'est une marine qui n'a rien à voir avec le caribou. Et j'ai rien à voir avec le Mosou de caribou. Là. Par ailleurs, je l'aime d'amour puis je veux le protéger aussi, mais c'est une aire marine protégée, tu sais. Mais juste pour ton information, les conseils des maires et la MRC sont publics. Mais il n'y a jamais personne qui y va. Comme vraiment personne. Ils ont des problèmes de mobilisation. Donc, c'est pour ça que c'était exceptionnel. Ça fait leur affaire, Julie. Ça fait leur affaire. Mais oui, je sais. Mais sauf que là, c'était exceptionnel. Puis, mais je vais laisser quand même les gens qui l'ont vécu l'expérience vous le dire tantôt au micro ouvert. Là. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont prendre la parole. Moi, j'étais là. Je l'ai vu, c'était très intense, mais je pense que parce que c'est émotif, j'aimerais mieux. Je pense que ça va être plus le fun de le traiter au micro ouvert tout à l'heure parce qu'on parle de paroles citoyennes, de difficulté de s'exprimer et tout ça. Là, ouais. Moi, je suis très mal à l'aise parce que j'étais censée limiter à 10 minutes le sujet caribou, mais je sens que vous avez envie d'en parler et que vous avez vraiment des choses intéressantes à dire là-dessus. Est-ce qu'on continue là-dessus? Puis, écoute, on parlera de la pêche s'il reste du temps. Est-ce que ça vous convient? J'espère que c'est pas trop Oui. Oui, et puis il y a quelqu'un derrière ici. Je tiens juste à dire qu'en général, les conseils municipaux suivent étonnamment les conseils des maires. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas l'inverse. Puis au sein des conseils, c'est assez rare aussi qu'on a un suivi, si on ne le demande pas aux maires, de ce qui se passe au conseil des maires. Il faut vraiment, vraiment les talonner parce que c'est des sujets dont on n'entend pas parler, même si on est au sein des conseils. Et là, pour la Marthe, le conseil municipal est lundi. Fait qu'évidemment, dans toutes vos municipalités, les conseils municipaux sont ouverts au public. Fait que si vous avez l'occasion cette semaine ou dans les prochaines semaines de vous pointer à vos conseils municipaux pour poser des questions, entre autres à vos maires et mairesses, ça serait une bonne idée parce que nous, à la Marthe, le maire avait appuyé, le conseil a appuyé la PUD qu'on a déposé, puis il l'a refusé en bloc avec les autres maires la semaine passée. Il y a quelques jours. Fait que, c'est ça. Nous autres, nous-mêmes. Ouais.
nous-mêmes, on est assez en colère et fâchés. Fait qu'on s'attend à ce que lundi, il y a des gens dans la salle pour poser des questions aussi. Mais voilà, c'est des bonnes tribunes aussi. C'est un gars d'ici. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions sur le sujet des aires protégées? Oui. Je voulais juste dire que, en tout cas, c'est sûr, c'est public, là, la séance de la MRC, mais ils sont sur YouTube. Vous pouvez aller voir la TV de la Haute-Gaspésie. Vous tapez ça, séance du conseil, à MRC. Je pense qu'il y a à peu près 7 personnes qui l'écoutent, là, mais c'est tout là. Fait que vous pouvez vous allez pouvoir avoir l'ambiance. Toutes les résolutions, etc. Ouais. Vous allez être encore plus fâchés. Moi, personnellement, ça m'intéressait d'entendre les autres sujets. Puis, je me retiens depuis tantôt parce que j'attendais le micro ouvert. Moi, ce que j'en comprends, c'est que En ce moment, c'est plus des questions sur vos présentations. Puis après ça, on jase. Oui, exactement. Moi, ça veut dire, on venait, ça. C'était ça qu'on avait prévu. Ben oui. Là. Parce que je trouve ça quand même. Je connais pas. Il y a d'autres moins choses les que le autres caribou dans la vie, gars. Non, puis je pense qu'on va se gâter après. Là. moi, la pêche, ça m'intéresse. D'accord. Quel autre sujet? Suzanne suggère la pêche. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur la pêche? On a la pêche, après on a les claims miniers. Et François aussi a une suggestion. Il y a eu la proposition de revenu minimum garanti cette semaine aussi, qui a été rejetée par la MRC, qui a été envoyée en dessous du tapis. Ça aussi, ça serait pas pire. Ben, ça, moi, je le prends en note pour un prochain. Moi, je l'ai pas étudié, mais je pense que ça pourrait être un prochain sujet graphicie, par exemple. On pourrait le mettre dans Oui, tout à fait. Enfin, c'est noté, François, pour nos journalistes. Lucie? Est-ce que quand tu parles du sujet minier qu'on va adresser, il s'agit de la réouverture de la mine de Murdochville ou c'est un sujet que j'aimerais bien adresser? C'est dans notre liste pour les sujets à venir. Okay. Là, on est dans la revue de l'année. On n'en a pas parlé vraiment dans Grafici, mais... Sauf que moi, je suis allée au cocktail. Là. Je peux te mettre à jour au cocktail des gens d'affaires. Mais j'aimerais bien avoir des nouvelles à ce propos si jamais ça s'adresse ou dans la partie micro ouvert. OK. Ouais. Je parle des pêches. Bon, je vais y aller assez succinctement parce que je sens qu'il y a des gens qui veulent parler. En 2023, je fais un petit bond en arrière, on avait fait un dossier sur le Sébaste. Et en 2024, dans l'édition d'avril, on a fait un suivi sur un sujet qui est pratiquement indissociable, c'est-à-dire le déclin de la crevette. Parce que les deux espèces sont intimement liées. Le Sébaste avait connu un très fort déclin dans les années 80 jusqu'à un moratoire en 95. Et la crevette, incidemment, a connu une progression assez forte du milieu des années 90 jusqu'à, moi, je vais dire 5, 6, 7 ans, là, mais j'ai souvenir que 2016-2017, c'était un peu difficile. Incidemment, le Sébaste a connu un très fort recrutement. C'est le terme que les biologistes vont comprendre. C'est le terme qui est utilisé pour définir une année de très forte naissance et de très fort taux de survie des poissons juvéniles. Donc, 2011-2013, 2 très forts recrutements en matière de Sébaste. À tel point que le Sébaste, au début 2024, représentait 82% de toute la biomasse mesurable dans le golfe du Saint-Laurent. C'est-à-dire, on part en gros de Trois-Pistoles ou Rimouski, puis on va jusqu'à la côte ouest de Terre-Neuve. Ça exclut le homard, la biomasse du homard n'est pas soumise à une évaluation de stock en matière de tonnage. 82% de toute la biomasse dans le golfe, c'est énorme. Ça veut dire que le Sébaste, qui est une espèce qui mange de la crevette, c'est son menu principal pendant la majeure partie de sa vie, un explique l'autre. Et on a vu au cours des dernières années, si je prends le quota, je pourrais parler de la biomasse aussi, mais parlons du quota de crevettes, dans la dernière décennie, 2014-2024, il a fondu de 90%. Les contingents tournaient autour de 30 000 tonnes il y a 10 ans. C'était 3 060 tonnes cette année. Puis même ces 3 060 tonnes-là n'ont pas été capturées. On dirait que
Dans tout ça, ce qu'on a fait valoir un peu dans le dossier du mois d'avril de Graphici, c'est que la pêche au Sébaste aurait pu commencer il y a 6 à 7 ans, en fonction de quotas d'au moins 20 000 tonnes. Pour vous donner une idée, cette année, le quota était de 25 000 tonnes, incluant toutes les provinces atlantiques. Ce qui est nettement trop peu, d'une part, mais ce qui est surtout nettement trop tard. Pendant ce temps-là, même la biomasse du Sébaste a baissé entre, mettons, 2017-2018. Elle était à ce moment-là à peu près 3 500 000 tonnes, c'est beaucoup. On parle, je disais tantôt, 3 060 tonnes de quota de crevettes. La biomasse totale du Sébaste est à peu près 3 500 000 tonnes, puis elle était sous les 3 millions de tonnes cette année. Donc, même la biomasse du Sébaste rétrécit parce que le Sébaste n'a rien à manger pour commencer à s'entre-dévorer. Pardon. Donc, on en est là, toujours avec un ministère des Pêches et des Océans. Bon vendredi soir. Oui, c'est ça. Non, mais il y a quand même place à un certain espoir. Mais la tournée générale. Mais tout ça pour dire que le retard de 6-7 ans, parce que moi j'ai assisté à un colloque sur le Sébaste en 2017 à Métis, déjà les biologistes dans les coulisses nous disaient il faut que ça reprenne, il faut que la pêche commerciale reprenne à une échelle mesurée, mais il fallait que ça reprenne. Ça a repris cette année. Donc, si on prend 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 7 ans trop tard, selon les conseils des biologistes qui sont spécialisés dans cette espèce-là. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait valoir dans notre numéro d'avril de Graphici. Puis, on peut répondre à des questions si vous en avez. Mais Gilles, te sens-tu capable de parler un peu du turbo aussi, parce que c'est une espèce qui était très importante pour Mont-Louis jusqu'à tout récemment? Oui, c'est vrai. Ben, Mont-Louis, puis même Tourelle, Mont-Louis, Cloridorme, Rivière-au-Nord, il y a au moins 5 usines, puis même du côté sud de la Gaspésie, qui est mon côté, entre guillemets, même le lièvre et le moignon Sainte-Thérèse transformaient du turbo. Puis c'est aussi une espèce qui s'est pratiquement fait remplacer par le Sébaste. Donc, et ça va très mal dans le turbo depuis que le Sébaste prend à peu près toute la place. Donc, dans la foulée des 2 années de recrutement 2011-2013, à partir de 2015, 16, 17, le Sébaste a pris une place dominante. Un autre élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que le Sébaste, il ne fait pas juste rétrécir en matière de biomasse totale. Les spécimens eux-mêmes n'atteignent même plus ce qui était considéré comme la taille commerciale, 22 cm. Ils bloquent à 19, 20, 21, ils se rendent à 22. Un autre élément qui est associé un peu à leur survie, c'est qu'ils arrivent à maturité sexuelle avant. Maintenant, ils arrivent à 16 ou 17 cm, ils sont à maturité sexuelle. Avant ça, c'était 21, 22 cm. Donc, ce sont tous des éléments qui sont des indicateurs d'une espèce en déclin. La demande de vente. C'est pour parler, ça. Donc, la seule espèce de poisson de fond qui s'en tire relativement bien, on fait abstraction du Sébaste, il s'en tire bien, le Sébaste, sur la masse totale, mais il n'est plus en santé, il n'est plus aussi costaud qu'avant. Même, une grande partie du Sébaste qu'on capture finit en appât. Mais la seule espèce qui se porte bien, c'est le grand flétan atlantique, même, on entend dire que le quota pourrait être augmenté, mais pêche océan tellement, je pense, des fois conscient de ses erreurs de gestion des 40 dernières années, parce que je pense que les crises remontent à des erreurs de gestion du début des années 80, dans la morue en tout cas. Donc, on en arrive à une situation de crise qui a presque été provoquée par une mauvaise gestion. Puis le flétan du Groenland, notre turbo, arrive aussi dans un genre de cul-de-sac. Puis cette année, les captures de turbo se comptent en tonnes, en quelques tonnes et quelques dizaines de tonnes. J'ai fait une entrevue au milieu de l'été avec un représentant des pêcheurs du côté des Rivières-au-Nord, puis il était à 2,47 tonnes
de capture de flétans du Groenland cette année. Alors, peut-être que maintenant, rendu en novembre, on est à quelques dizaines de tonnes, mais c'est des quotas de 2000, 3000, 4000 tonnes qui étaient jadis octroyés. Alors, voilà. Merci, c'est vraiment un super bon résumé. Comment les pêcheurs, tu sais, ça fait longtemps que le monde ils disent qu'on doit pêcher le sébaste, puis qu'ils s'attendaient, je pense, à plus pour que ça ait de l'allure, là, le tonnage. Comment ils se sentent? Parce que ça. Moi, hier, en tout cas, on était à la MRC là, pour la présentation, puis il y avait des messieurs dans le corridor avec qui on jasait, puis ça fait partie de leurs irritants. Là. Ils font pas confiance au gouvernement à cause de toute l'histoire des pêches puis du moratoire de la morue. Fait que, tu sais, je les comprends d'être échaudés. Puis comment ça se fait qu'il y a encore de la mauvaise gestion alors que les stocks sont... Moi, ce que je comprends, c'est qu'on a trop attendu puis que, dans le fond, il y aurait eu de quoi à faire. Fait que, c'est quoi la réaction des pêcheurs puis des pêcheuses en ce moment? Bien, chez les pêcheurs potentiels de turbo, il y a pas de turbo, ben oui, turbo jusqu'à un certain point, mais de sébaste, parce que ce sont souvent les mêmes. Chez les pêcheurs potentiels de sébaste, il y a une très grande frustration parce que, premièrement, les crevettiers sont en état de crise, on le devinerait, ils ont perdu 90% de leur quota. Ils sont les mieux placés techniquement au sens littéral du mot, c'est-à-dire qu'ils ont des bateaux, ils pêchent avec un chalut. Ils étaient d'anciens pêcheurs de sébaste avant le moratoire de 95. Il y a beaucoup d'anciens pêcheurs de sébaste qui se sont tournés vers la crevette. Donc, ils sont vraiment les mieux placés pour aller pêcher le sébaste. Ils ont attendu. Il aurait été assez aisé, relativement facile pour les crevettiers de faire les deux pêches en même temps. Il y en a beaucoup qui l'avaient fait avant 95. Et de procéder à une transition. Puis pas une transition de un qui va remplacer l'autre, mais d'avoir deux pêches parallèles. Surtout que la crevette, par exemple, l'été, c'est pas très bon, l'autre un peu plus chaude. Généralement, les crevettiers vont concentrer leur pêche le printemps, avril-mai. Juin, ils commencent à délaisser un peu. Il y en a même qui prennent les vacances, entre guillemets, puis à partir de fin août, début septembre, ils reprennent jusqu'à octobre, novembre. Donc ça aurait été... Alors les pêcheurs, bref, ils sont vraiment très frustrés. Il y a quelques pêcheurs qui se spécialisent dans le sébaste. Ils sont plus aux îles de la Madeleine, mais il y a un Bourdage, c'est Yann Bourdage, je pense, qui est à Gaspé. Lui, il a d'excellentes prises, il le dit depuis longtemps. Il y a un genre de permis exploratoire, puis il arrive à peu près à en vivre. Mais il aurait pu y en avoir, on aurait pu en développer 10-12 Yann Bourdage au cours de la dernière décennie. Un autre élément de frustration des pêcheurs, c'est que il y a beaucoup de crevettiers qui ont une dette, parce que la pêche à la crevette, c'est quand même relativement bien déroulé à partir de la fin des années 90 jusqu'à... Pardon. C'est beau le bière, mais des fois, ça... jusqu'à, je pourrais dire, 2015-2016, puis il y en a qui étaient de la deuxième ou troisième génération de pêcheurs, donc il y a eu des constructions de crevettiers dans les années 2010. Mais ces bateaux-là ne sont pas payés encore, puis il y en a qui ont... J'ai regardé les chiffres là, vite ce matin avant de partir, puis il y a à peu près 18 millions de dettes de bateaux, des détenteurs de permis de pêche à la crevette. Puis là, tout le monde est bloqué. Il n'y a pas de plan de sauvetage ou de rachat de permis de la part du fédéral. Ils ne veulent pas, pour des raisons qui sont nébuleuses. Ça va peut-être changer avec la proximité des élections, mais ils estiment... Diane Aboutier ne donne même pas d'entrevue par rapport à ça. J'ai essayé, puis ça marche pas. C'est comme... Je vais le dire, c'est comme fouetter un cheval mort. Donc, j'ai jamais réussi à obtenir une entrevue avec elle, puis le gouvernement du Québec attend après le fédéral. Donc, il se retourne un peu, il se renvoie la balle de ce côté-là, parce que le financement des bateaux est une responsabilité du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. Donc, les pêcheurs, ils sont pas tellement de bonne humeur. Il y avait 2 autres interventions. Il y a vraiment beaucoup de choses qui trottent dans ma tête. Je ne sais pas si je vais être en mesure de bien rendre ce que je veux dire.
Mauvaise gestion. J'ai presque entendu, Gilles, que le Sébastien était responsable du déclin de la crevette. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu surpêche? Mauvaise gestion, surpêche. C'est pas juste, en tout cas, moi, c'est mon idée. Là. Mauvaise gestion, surpêche. Le Sébastien, oui, on peut commencer à l'exploiter. On aurait pu l'exploiter depuis quelques années, mais vous l'avez dit vous-même, il est trop petit. Ça s'en va en apport. Moi, je le vois passer sous mes yeux. J'en crois pas mes yeux que toute cette quantité de Sébastien-là s'en va en apport. Il devrait y avoir de nouvelles façons de mettre en marché le Sébastien, même s'il est très petit, au moins pour que les humains en profitent. Un dernier commentaire, c'est que pour moi, en tant qu'écologiste, je pense que la nature est capable de s'organiser elle-même. Si le Sébastien se bouffe entre eux, ça va s'équilibrer. Mais l'homme veut intervenir, puis il ne sait pas comment faire, puis souvent vient bousiller la nature. Voilà, c'est mon idée. Je peux commenter le commentaire? Oui, bien sûr. Si je pouvais faire une petite introduction à propos de ma petite personne, ça fait à peu près 35 ans que je suis journaliste. Puis je suis les pêches depuis à peu près 33-34 ans. Puis je pourrais faire un parallèle. L'être humain fait malheureusement, pour l'espèce animale, fait malheureusement partie de l'équation. Des fois, en équilibre, ce qu'était la chasse aux phoques, mettons, avant l'intervention de Brigitte Bardot, en 1975. Il n'y avait pas de problème de biomasse de phoques, quelle que soit l'espèce, mais il a fallu qu'il y ait un dérèglement qui venait des êtres humains pour qu'on brise l'équilibre qui régnait avant 1975. J'ai l'impression, mais c'est une impression puis une intuition, que par rapport on a manqué une belle occasion en 2000, je dirais au milieu des années 2010, pour que l'intervention humaine contribue à un maintien d'équilibre. Parce que si on avait commencé à pêcher le Sébastien, même un peu petit, et on aurait 7, 8 ans, 9 ans d'avance sur la mise en marché, sur ce qu'on fait avec le petit Sébastien. Oh, on en a moins, on en prélève 20-25 000 tonnes par année. Soudainement, on arrive peut-être à un équilibre du Sébastien. Moins de Sébastien mange moins de crevettes. Le stock de crevettes sera en meilleur état. Et il existe à la gestion de pêche Océan Canada, depuis le moratoire sur la morue, une sorte de paralysie, de peur de faire une erreur. Puis à force d'avoir peur, ils en font des erreurs parce qu'ils font rien. Ils attendent, et c'est ce qu'on voit. Puis même les gestionnaires de pêche océane nous disent souvent on va attendre l'avis des biologistes, puis on va les écouter. Mais c'est pas du tout ça qui est arrivé sur la question du Sébastien, et même dans la question qui est relative à la crevette. Quand on parle aux biologistes qui sont spécialisés dans le Sébastien, on sait que la biomasse est encore en haut de 2 millions de tonnes présentement. Mais dans le contexte actuel, il la voit à 300-325 000 tonnes. C'est 6 fois, 7 fois moins dans un horizon de 10 ans. Donc, le Sébastien, il a tellement peu à manger qu'il risque de voir sa biomasse être réduite de 80%. C'est énorme, ça aussi. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait laissé le moratoire en 2017? On ne peut pas le savoir, mais il est permis de penser que la situation serait un peu meilleure. Mais c'est pas comme un cycle, ça. Le Sébastien, il y en a trop, il va se bouffer, la biomasse va descendre, la crevette va prendre le dessus, ça va bouger comme ça au fil des années. Puis les pêcheurs vont prélever juste qu'est-ce qu'on est en mesure de prélever, même pas de surpêcher. Là, le homard, c'est la folie, le homard. Là. Il y en a du homard, il y en a partout. Là, là ça va se pêcher, ça va se pêcher.
On s'en parlera dans 10 ans s'il y aura encore du homard sur les côtes gaspésiennes. Ici, on verra. Il va aller en augmentation parce qu'il y a un réchauffement des eaux. Oui, mais il va être surpêché. Je ne suis pas certain qu'il va être surpêché. Parce que le stock est encore en augmentation dans le homard. On a réduit énormément la capacité de pêche du homard. Puis on laisse beaucoup plus de géniteurs à l'eau. Il y a un danger que la politique s'en mêle, mais les homardiers eux-mêmes, présentement, ils sont très, très prudents. Même un peu trop, parce que des fois, on a l'impression que ils sont très contents de faire des bons revenus, enfin. On va en avoir une... Ça, là, on va le savoir, par rapport au homard, on va le savoir assez rapidement. D'ici 1 an, il va y avoir l'émission de permis supplémentaires de homard, puis vous allez le voir ici en Haute-Gaspésie, parce que ça va être, je dis en Haute-Gaspésie, du côté nord en général, mais le gain à faire en matière de permis, il est surtout en Haute-Gaspésie, c'est-à-dire à la limite de la MRC Côte-de-Gaspé, Cloridum vers l'ouest, jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. C'est là qu'on va voir ce qui va se passer. Combien de nouveaux permis, puis à quelles conditions. Mais d'après moi, la santé de l'espèce homard n'est pas menacée dans un horizon de 10 ans si il n'y a pas de gros coûts, là, si on ne développe pas 50 permis. On parle de 25, puis on devrait le savoir avant le printemps 2025. On prendrait peut-être une dernière intervention sur les pêches. Lucie avait levé la main. Yannick, vas-y, moi, j'ai une petite question. Bon, 2 choses. Premièrement, le moment publicité. Le Sébastien, non, tu as parlé de Sébastien, c'est intéressant, mais le collectif Mange ton Saint-Laurent a lancé 5 podcasts que vous pouvez avoir sur audio. Il y en a un sur le Sébastien, il y en a un sur le homard, il y en a un sur le crabe, il y en a un sur le phoque, puis il y en a un sur les algues, parce que là, tu n'as pas parlé des algues, du phoque et de tout ça. Voilà, puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous n'êtes peut-être pas au courant, parce qu'ils ne sont pas venus en Haute-Gaspésie, pour des raisons politiques. Il y a un collectif qui s'appelle « Pour un accès durable aux ressources marines ». Ils ne sont pas venus en Haute-Gaspésie parce qu'ils ont été littéralement bloqués. Ils ont reçu un avis de non-recevoir d'une directrice d'un musée maritime, mettons, pour ne pas la nommer. Mais voilà, fait que si vous faites des pressions pour qu'ils viennent faire une représentation en Haute-Gaspésie, on va leur trouver un local, il n'y a pas de problème, on va s'arranger pour ça. Voilà. Peux-tu répéter le nom de l'organisme? C'est compliqué, c'est Ensemble pour un accès durable aux ressources maritimes. Ils ont été bloqués par, évidemment, les pêcheurs, ils disent qu'ils vont... parce que là, on parle beaucoup des... Moi, j'ai été à Gaspé les rencontrer pour savoir ce qu'ils faisaient avec ça. Puis, ils parlent beaucoup plus des algues. Ils sont pas rendus à se dire que tout le monde va pouvoir aller chercher un homard. Là. On se doute que ça va être compliqué. Le rêve. Mais ça n'a pas rapport qu'on soit pas capable d'aller chercher des algues puis qu'on n'ait pas accès à plein de trucs parce que vous n'avez pas le droit de cueillir des algues en avant ici. Puis là, l'industrie de la pêche puis certains intervenants disent « Oui, mais vous allez saccager la biomasse des algues. Puis vous pouvez pas vous pêcher une morue parce que vous allez saccager le... » Je trouve que pour saccager la biomasse, les industriels l'ont quand même déjà bien fait. Là. C'est pas parce qu'on va aller chercher des algues qu'on va se pêcher 3 poissons que voilà. Fait que c'est ensemble pour un accès durable aux ressources maritimes. Leur nom est beaucoup trop lent. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Voilà. Ils ont été à Percé, ils ont été à Gaspé, ils ont été à Matane, ils ont été à Rimouski, mais ils sont pas venus en Gaspésie. À Carleton. À Carleton aussi. Puis là, je leur ai demandé comment ça, vous n'êtes pas venu en Haute-Gaspésie. Puis c'est là qu'ils m'ont dit, ben, tiens, on n'a pas senti une grande ouverture à aller s'installer en Haute-Gaspésie. Voilà. Puis peux-tu te demander de les inviter à la phase B pour venir faire un Oui, événement comme mais il y a d'autres mondes comme moi, comme Yannick Ouellette, qui sont sur le cas de les faire venir en Haute-Gaspésie, évidemment. Les Yannick sont sur le cas. Parce que c'est ça, les deux Yannick sont sur le cas. Merci Yannick. Gilles voulait dire quelque chose. Je voulais juste dire que ce mouvement-là, il répond aussi à des questions qu'on reçoit, nous, les journalistes. Quand on a fait en 2000, je pense que c'était en 2022, on a fait homard, ensuite crevette. Non, Sébastien, puis ensuite crevette. En 2022, on avait tracé un portrait du secteur homard. Parce que ça faisait 25 ans que
des efforts considérables avaient été déployés pour que l'espèce remonte la pente. Puis, il y a 15 ans, quand je faisais une revue annuelle économique du secteur homard en Gaspésie, j'avais à l'autre bout O'Neill Cloutier, qui est directeur général du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, qui soupirait un peu en me disant « Gilles, le homard en Gaspésie, c'est pas compliqué, c'est 1000 tonnes métriques, c'est 10 millions de revenus par année. » Maintenant, c'est entre 80 et 95 millions de dollars par année. Donc, ça a été multiplié par 9 ou 10 à l'intérieur d'une période de 25 ans. Donc, ça allume un peu l'imaginaire collectif parce que des gens, mon débosseleur à Carleton, qui me dit « Pourquoi moi, j'aurais pas un casier pour la famille, pour aller pêcher mon homard, un casier? C'est pourquoi il n'y aurait pas une pêche communautaire du homard? » Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que la question se pose quand il y a une abondance, quand on fait face à une ressource collective. Les ressources marines et collectives. Elle appartient à tous les Canadiens, il faut le dire comme ça. Puis, elle est supposée être exploitée pour le bénéfice maximal de la population. Mais cette question-là n'a pas été résolue si on parle aux pêcheurs. Il est évident pour eux que le bénéfice maximal, c'est qu'elle soit pêchée par des pêcheurs professionnels, mais ce point de vue-là, il augmente dans la population. Les amis, comment on s'y prend pour les 10 à 15 minutes qui nous restent, pour les sujets qui nous restent? Moi, je peux faire ça très vite. Julie? Ça du commentaire que tu viens de faire. Vite pour Gilles! On avait deux autres sujets, donc la transition énergétique liée aux mines et les claims, et la conséquence de la disparition des conseils régionaux d'environnement. Conférences régionales des élus. Et ensuite, on avait les portraits. Ensuite, on avait la discussion sur les sujets pour l'année prochaine. Oui. Mais en principe, dans l'horaire, moi, j'avais mis que le micro-ouvert peut commencer soit à 20h30 si vous voulez absolument commencer à 20h30 ou à 21h. Est-ce que vous ennuyez puis vous voulez qu'on aille plus vite au micro-ouvert ou vous voulez qu'on continue un petit peu plus pour finir nos sujets? C'est votre choix. Il est 8h20. Moi, je trouve ça intéressant le sujet. Fait qu'encore un 40 minutes de nous autres ou un 20 minutes de nous autres? Allons-y avec 5 minutes. Dérange pas, là, 5 minutes par sujet, puis je suis dure. Donc, dans le fond, le sujet que moi j'ai traité dans 2 de mes chroniques, c'était la transition énergétique puis toutes les conséquences de la transition énergétique. Dans le fond, il y a la transition énergétique et la transition écologique. Tout le monde connaît la différence. La transition énergétique, c'est de se sortir de l'énergie fossile. Donc, il faut trouver des alternatives. Mais l'énergie fossile n'était pas au Québec. Nous, on n'avait pas ça. Notre territoire n'était pas utilisé pour l'énergie fossile. Alors maintenant qu'il faut sortir de l'énergie fossile, c'est le vent, le soleil et les mines. C'est ça qui va faire notre combo pour sortir de l'énergie. Évidemment, les barrages. Donc, tout ça, c'est notre nouveau cocktail énergétique pour sortir du pétrole. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait une grosse pression sur notre territoire. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous quand vous vous promenez sur le territoire, mais en ce moment, il y a des projets partout. Moi, c'est juste ça que je fais dans ma vie professionnelle. C'est le conflit entre le projet parachuté pour une transition énergétique sur des populations à qui on n'en a jamais parlé puis qui sont surprises. Alors, c'est partout en ce moment comme ça. Donc, j'ai fait une chronique là-dessus qui s'appelle « La transition énergétique sensible au territoire ». Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de s'assurer que le projet, c'est le meilleur projet pour notre territoire. Parce qu'il y a certains projets que c'est permanent. Donc, le projet éolien, ça se démantèle quand même bien, mais il y a quand même, c'est très, très compacté la terre où il y a eu l'éolienne. Fait que ça prend du temps à se restaurer. Décontaminé? Oui, mais tu sais, moins qu'une mine. Tu sais, une mine, c'est une perte quasi permanente du territoire. Ça se restaure, mais jamais avec un... On peut pas réutiliser l'endroit. Puis le barrage aussi, ça défait, ça serait un réaménagement du paysage.
pendant un certain temps, c'est extrêmement polluant à cause des réservoirs, mais c'est plus permanent. Mais les mines, pourquoi je vous en parle, c'est qu'évidemment, pour la Gaspésie, il y a eu une espèce de 200% d'augmentation du nombre de ce qui s'appelait les claims. Maintenant, ça s'appelle un titre d'exploration. Donc, un titre d'exploration, puis là, si vous avez vu dans notre dossier Graphici, on a publié les cartes, là, c'était en date de février 2024. Donc, tout le tour du parc national de la Gaspésie. Là. Donc, il y en a presque, il y en a vraiment à beaucoup d'endroits. Je vous dirais que les valières étaient toutes claimées, mais il y avait une concurrence avec une aire protégée proposée par le gouvernement pour le caribou. Donc, en ce moment, ils sont en négociation, hein, parce que dans le fond, le titre, c'est quand même le gouvernement du Québec qui le donne. Alors, s'ils veulent faire une aire protégée, le gouvernement du Québec peut dire à l'entreprise minière que c'est en conflit d'usage, puis on préfère avoir une aire protégée. Alors, en ce moment, mais il y a une nouvelle loi sur les mines qui a été promulguée aujourd'hui, je pense. Elle a été votée aujourd'hui. Et là, la spéculation minière va cesser. Alors, il y a des gens qui font de la spéculation sur les territoires publics. Alors ça, la loi sur les mines vient de le cesser, parce qu'il y avait aussi des citoyens qui achetaient des titres pour pouvoir protéger. On voyait, tu vois, des claims, là, le tour des lacs, partout dans les Laurentides. Partout, les gens y ont commencé à dire, bon, s'ils font ça, nous autres avec, ça coûte rien, $100, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est ce qu'il y a eu, puis en Gaspésie. Puis maintenant, évidemment, avec la loi sur les mines, en principe, dans les 3 prochaines années, le nombre de titres devrait s'effondrer parce que maintenant, pour renouveler, il faut vraiment faire des activités sur le territoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes familier avec le concept de libre accès au territoire. Donc, en anglais, c'est free mining. Les peuples autochtones dénoncent cette pratique depuis toujours. C'est qu'en fait, on a un régime démocratique différent dans le sous-sol que dans la surface. Toutes les entreprises qui font des projets dans la surface doivent quand même parler à la municipalité, parler aux voisins pour voir si c'est possible de faire son projet dans ce lieu-là. Alors que les entreprises minières ont accès au sous-sol directement avec le gouvernement du Québec. Et souvent, les gens autour n'en entendent jamais parler. Puis ça crée vraiment souvent des conflits parce que les gens n'en entendent pas parler. Mais c'est surtout qu'il y a même des mines qui se trouvaient ça peut se retrouver en dessous de ta maison. Ça aussi, c'est une nouvelle amélioration. La loi sur les mines a décidé d'enlever les terres privées. Alors, en principe, tous ceux qui ont des terres privées ne peuvent pas se faire avoir une mine en dessous de chez eux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça augmente la pression sur nos territoires publics, qui, eux, deviennent disponibles pour le développement minier. Mais le développement minier, il ne faut pas oublier que c'est une bonne chose, on en a besoin, OK? Puis dans la transition énergétique, on parle lithium, graphite, donc c'est tous les nouveaux matériaux là, utilisés pour les batteries. Puis la mine de Murdoch, c'est du cuivre, très, très, très en demande. Le cuivre, c'est conducteur, c'est dans tous les produits électroniques que ça se retrouve. En ce moment, il y a plein de mines de cuivre qui ferment dans le monde, alors il y a quand même des chances qu'elle soit développée, cette mine-là. À moins, évidemment, que les impacts, selon les normes environnementales actuelles, soient trop gros, parce qu'il y a quand même plusieurs rivières à saumon. La mine est en haut de la montagne et il y a la rivière Madeleine, je pense, qui est en lien avec ce territoire-là, et la York. C'est ce qu'on a appris d'ailleurs dans le cocktail d'affaires, que dans le fond, c'était les 2 lieux possibles. C'est ça. Alors, en gros, ça, c'est la situation minière de la Gaspésie. Évidemment, il y a Delassie là-bas, là, mais pour les Hauts-Gaspésiens, il y a Murdoch. Là, juste pour que vous sachiez, il n'a toujours pas publié un aménagement de son projet. On appelle ça la première étude de faisabilité économique pour le milieu financier. Ça n'a pas été publié encore. Fait qu'en principe, on ne sait pas trop exactement où la mine. Alors, l'étude d'impact n'est pas commencée et on prévoit un bureau des audiences publiques genre pour 2027 ou 2028 même. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de temps là, avant que le projet est là. Alors ça, c'est pour les mines. Puis ce que je voulais dire aussi pour la transition énergétique, c'est que malheureusement, notre gouvernance environnementale, elle arrive très tard. Moi, je travaillais au BAP, puis je trouvais que c'était trop tard. Les conflits sont déjà très bien établis. Puis ce qu'il nous faut, c'est une gouvernance en amont, une concertation en amont. Puis malheureusement, comme on a perdu je vais le dire comme il faut, la conférence régionale des élus, qui avait 30 employés. Hein. C'était quoi?
Il va l'expliquer tout à l'heure, mais c'était une instance qui a disparu avec Couillard, hein, dans le fond, qui les a éliminés. Mais il y avait 30 employés qui étaient presque dédiés à faire de la concertation et des études, puis on s'est retrouvés à rien, puis ça a eu des gros impacts, ça, en Gaspésie. Voilà. C'est une très belle transition que tu viens de faire. Je ne sers à rien. J'ai une conférence régionale des élus. 3 minutes. Les conférences régionales des élus faisaient partie d'une structure qui, dans les faits, s'appelait initialement les conseils régionaux de concertation et de développement, qui était beaucoup plus large dans l'exercice d'évaluation. C'était des créations du gouvernement du Québec qui remontaient à peu près au début des années 80, même selon les régions, milieu des années 80. En 2003-2004, le gouvernement Charest a réduit. Il y avait 47-48 personnes qui pouvaient siéger, par exemple, au CRCD de la Gaspésie à l'époque. Puis, l'effort de concertation était énormément réduit en 2003-2004. Lors de la formation des conférences régionales des élus, c'était plutôt 12, 13, 14 personnes qui siégeaient autour de la table. Il semblait que le gouvernement voulait de l'efficacité. Néanmoins, c'était un organisme qui possédait des moyens considérables. Le budget moyen de la conférence régionale des élus de la Gaspésie jusqu'à 2014-15, c'était presque 13 millions de dollars par année. Donc, des gens qui faisaient de la recherche, il y avait une division forestière, une division sur les mines, sur l'exploitation des ressources renouvelables. Il y a eu aussi, dans l'éolien, il y a eu des études qui ont été portées. Pour vous donner une idée... il y avait des gens de participation publique, là, du monde qui ne faisait que gérer des discussions comme on a ce soir. Exactement. Ce que vous vivez, ce que vous avez vécu cette semaine, le 27, il y a 2 soirs, normalement, le mandat de recherche pour des aires protégées, la conférence régionale des élus aurait pu le faire, parce qu'elle avait les ressources pour le faire, puis si elle ne les avait pas, elle avait l'argent pour aller chercher ces ressources-là. Bien que cet organisme-là était souvent fortement critiqué, parfois avec raison, il y avait quand même un effort de recherche, il y avait des compétences pour aller chercher les connaissances qui étaient inhérentes à l'évaluation de projet, aux évaluations environnementales même. Parfois, il manquait un peu d'équilibre, mais en général, c'était vu comme étant très utile. Ça a été aboli pour 2 raisons. Il y avait la grande poussée d'austérité des années 2014, 15, 16. Il y avait aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'était vraiment un gouvernement régional qui pouvait débarquer à Québec en disant « Voici la réalité qui est associée au territoire gaspésien en matière forestière, en matière minière, en matière environnementale, en matière d'exploitation des ressources renouvelables. » Et à Québec, on était très mal équipés pour recevoir les récriminations, doléances, exigences, démarches des conférences régionales des élus parce que c'était presque un match inégal au sens du contrôle des connaissances. Alors, ça faisait parfaitement l'affaire du gouvernement du Québec d'abolir ce gouvernement régional-là. C'est ce qui est arrivé en 2014, 15, 16. Les MRC sont devenus dépositaires, en principe, des responsabilités qui revenaient à la conférence régionale des élus, mais on comprend que les MRC travaillent surtout pour leur territoire. Il y a très peu de concertation régionale qui se fait présentement. La table des préfets a 2 employés, alors que les conférences régionales des élus en avaient 25, 30 et jusqu'à 35. La conséquence, c'est qu'on ne voit pas présentement, puis je terminerai là-dessus, on ne voit pas présentement où s'en va la Gaspésie sur le plan collectif. Regardez l'Internet haute vitesse. C'était une récrimination ou une exigence de la conférence régionale des élus. On a fini par l'avoir. La première région au Québec qui a eu accès à la fibre optique sur l'ensemble du territoire. La Régie intermunicipale de transport, la Régime, première région rurale au Québec à avoir un transport en commun. Il n'est pas parfait, mais on s'en va quelque part. La Société de chemin de fer de la Gaspésie, premier chemin de fer régional, sauvé in extremis par les élus de la région.
Puis le quatrième, L'Alliance de l'énergie éolienne. la Régie intermunicipale de l'énergie. Ben, c'est la Régie intermunicipale de l'énergie qui est devenue l'Alliance de l'Est parce que le Bas-Saint-Laurent a décidé de copier la Gaspésie. Donc, c'est 4 structures qui sont nées de la Conférence régionale des élus. J'en vois pas d'autres depuis les 10 dernières années. Puis il y a un manque flagrant, à mon sens, de concertation sur le plan régional. Puis ce que vous vivez cette semaine en Gaspésie, c'est le meilleur exemple que je puisse trouver. Mais moi, quand j'ai commencé cette carrière-là là, de transition, dans le fond, d'accompagner des MRC, des municipalités, tout ça, tout le monde me parle de l'époque où il y avait, dans le fond, tout ce qu'on a vécu cette semaine, c'est que la conférence régionale des élus aurait fait tout un processus d'information avant. Donc, tout le monde aurait su c'est quoi l'enjeu, aurait pu s'exprimer, mais là, il n'y a rien eu de ça parce qu'il n'y a pas de ressources dédiées à l'information et à la participation du public. Puis c'est quand même, pour des gros enjeux comme on vit en ce moment, c'est fondamental parce que tout le monde vit de la... c'est pas, je sais pas pour vous, là, mais c'est dur de vivre en Haute-Gaspésie en ce moment. C'est pas très joyeux, parce qu'il y a une ambiance conflictuelle, là, quand même. Merci énormément à Julie Reid-Forget et à Gilles Gagné. Je voulais, je voulais vous remercier d'être ici aujourd'hui, de vous intéresser à l'actualité. Puis je voulais remercier Priscilla et Yannick aussi de m'avoir aidé dans l'idéation. Parce que moi, je suis en Haute-Gaspésie, je suis la seule, je pense, dans ma gang Graphici. Récemment, depuis 3 ans et demi, je le rappelle. Mais c'est ça. Donc, je suis contente que ça ait marché. Je suis contente que vous soyez si nombreux. Puis j'espère que vous avez passé une belle soirée. Puis je voulais aussi, juste parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que des résolutions, ça s'annule, ça se refait. Je lance ça dans l'univers. Merci, Julie. Alors, je vais juste vous dire que vous êtes censé recevoir 6 fois par année un Graphici à votre adresse, dans votre casier postal. Si vous n'avez pas de casier postal, allez en demander un à votre bureau de poste, c'est gratuit. Graphici n'est pas une publicité, alors vous êtes censé le recevoir même si vous avez une étiquette pas de publicité. Et si l'employé du bureau de poste n'est pas au courant, vous pourrez le mettre au courant ou la mettre au courant. Si malgré tout ça, vous ne recevez pas le Graphici, avertissez-nous, écrivez-nous pour qu'on rouspète pour que vous l'ayez. Par ailleurs, des fois, les gens nous demandent comment on peut soutenir Graphici. Bien, d'abord, en nous lisant, en parlant de ce qu'il y a dans Graphici autour de vous, en partageant nos textes qui sont sur le web, qui sont sur les médias sociaux. Vous nous aidez déjà beaucoup en faisant parler de Graphici, en faisant un objet là, qui démarre des débats. Si vous voulez nous aider d'une autre manière, vous pouvez devenir membre de Graphici. Vous pouvez abonner des proches qui sont en dehors de la Gaspésie, qui ne le reçoivent pas. Vous pouvez aussi nous faire des dons. Tout ça, ça peut passer par notre site Internet. Il y a des onglets là-dessus. Et je voulais vous dire, dernière chose aussi, il y a des prix de participation. Alors, ceux qui n'ont pas rempli leur petit coupon blanc, vous venez à la table ici, juste là, et je vais faire le tirage au retour de la pause de 5 minutes qui sera suivie d'un micro ouvert, qui sera aussi l'occasion de nous suggérer des sujets pour 2025. Hey, c'était vite ça!